du Gabon ce soir avec des arrestations des hauts dirigeants de ce pays. J'ai 4 invités sur ce plateau. Je voudrais commencer par Albert Fogouté, qui est auditeur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Théodore Moussa, à nouveau bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. À vos côtés, sinon, en face de vous, de l'autre côté, Moria Kawangansi, gestionnaire de projet, contributeur Libre Afrique. Bonsoir. Bonsoir Romiad. Latif Ouboni, journaliste, bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Disons que c'est une suite de ce qui se passait depuis un bon moment, parce que on savait, on va dire, Bongo et son clan en dedans. Et maintenant, ils tentent, je pense, de revenir en dehors de ce trou dans lequel on les imaginait, notamment exprimer, on va dire, une action qui correspond exactement à ce à quoi s'attend l'opinion, surtout l'opinion jeune, qui quand même, évoque de plus en plus ce pays quand même très riche, mais en difficulté, parce que ça, c'est la raison, peut-être, j'espère que c'est la juste raison. La corruption est, on va dire, endémique. Donc, aujourd'hui, le régime tente effectivement de s'exprimer contre cet état de choses. Mais surtout, on va dire, en s'infligeant des sanctions. Parce que les membres, ceux qui tombent, ne sont pas de l'opposition. Ils sont, on va dire, dedans, dans le... On est en train de parler là du directeur général, en fait, du directeur de cabinet, de l'ancien directeur de cabinet. De l'ancien directeur de cabinet. Donc, ils sont, on va dire, dedans ou récemment dedans. Et donc, je pense que ça correspond à ce que l'opinion aime goulûment avaler, et ça permet aussi au régime notamment de se refaire des santé en se réglant les comptes à l'intérieur. Et justement, d'aucuns estiment que, au-delà de cette raison officielle publiée, quand on parle de main propre, quand on parle de lutte contre la corruption au sommet de l'État, un certain nombre de choses, d'autres estiment, Mauriac, que c'est un règlement de compte après la situation qu'a vécue quand même Ali Ben Bongo quant à ça. Voilà, en tout cas ce que vous savez. Règlement de compte pour règlement de compte, Latif le disait tout à l'heure, ceux qui ont été les premiers frappés, c'est pas les opposants. Bon, c'est peut-être une façon de voiler la chose, mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement, l'architecture générale a besoin d'être dépoussiérée parce que le chef n'a pas été là pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il est revenu et même s'il est physiquement diminué, il a besoin quand même de faire remarquer qu'il est là et pour ne pas laisser tomber les gens dans de mauvaises habitudes, parce qu'on a vu récemment toute l'ampleur qu'a pris le poste de directeur de cabinet pendant son absence. Donc je pense qu'à son arrivée, il fallait revoir certaines choses, il fallait revoir comment certaines personnes sont passées du simple au double dans leur compte en banque. Donc je pense que c'est légitime, c'est légitime, même si par la suite il y a des opposants qui sont touchés. C'est la juste mesure des choses, je pense. Très bien. Lutte contre la corruption, c'est une bonne chose, a priori. Ah oui. Règlement de compte ou pas, je pense que les deux possibilités sont à envisager. Quand nous allons voir, d'abord je tiens ici à préciser que le président cherche d'une manière ou d'une autre à avoir la main sur ce qu'il perdait. Si nous allons un peu faire un tour en arrière, nous allons voir qu'il a eu des difficultés, comment dit-on, tout juste après les élections. Il y a que, voilà, on était en train de dire c'est Jean Ping qui a gagné, tout ça. Tout compte fait, il était en perte de popularité. Et après, cette situation doit venir plus tard, situation de AVC et situation de coup d'État et ainsi de suite. Donc, il était pratiquement en perte de pouvoir. Comment faire et se rattraper? Et à sa place, revenir au pays et voir le poids désormais de son directeur de cabinet, voir son importance avec les nominations qu'il a eu à faire. Bon, c'était comme si il y a quand même un clan qui s'est formé. Voilà, c'était comme si il y avait un deuxième vice, un deuxième président. Et voilà, donc il devrait se poser des questions
par rapport à la situation que je vivais, par rapport à ma perte de popularité, ou bien par rapport à ce qui est en train d'être fait maintenant, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un soulèvement coaché par désormais celui qui peut devenir son éventuel opposant, le directeur du cabinet? Donc, est-ce qu'il ne peut pas prendre de l'importance au point où il pourra réussir à me renverser? Donc, il pouvait se poser cette question. Et donc, en réalité, c'est une stratégie politique. Est-ce que vous l'appréhendez comme ça? Oui, Robien, oui, c'est bel et bien une stratégie politique et c'est là où j'allais répondre parce que aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé, le poids de ces élections, Albert l'a dit tout à l'heure, et longue période d'absence du fait de la maladie AVC, et ce que Larouche Olenga, je veux parler de son directeur de cabinet, qui était devenu tout puissant, avec cette manne de corruption, cette base de corruption qui est ancrée dans les habitudes. On n'a quand même pas la preuve de ce que... c'est ce qui a été servi, c'est ce qui est officiellement servi, même par le procureur de la République gabonaise, qui est sorti effectivement. Je dirais hier, donc pour pas situer, il n'a pas cité de nom, mais évoquer les faits qui le sont reprochés. Ali Bongo Ondimba avait besoin de se refaire de la santé, de nettoyer un peu le Kéri, pour casser un peu. Au-delà de la santé physique, la santé politique. La santé politique, parce qu'il en avait besoin. C'est primordial. Écoutez, ça ne va pas au Gabon, puisqu'on en parle. Il y a corruption, on crie. Ali Bongo Ondimba est resté absent du pays pendant longtemps. Pendant ce temps, son directeur de cabinet était devenu tout puissant, en nommant en faisant des nominations pêle-mêle. Attention, il va falloir casser ce bras, c'est-à-dire cette branche qui pousse de façon exponentielle, sans contrôle. C'est ce qui est arrivé. Donc, il faut chercher. On a cherché, puisqu'on se connaît. Il a commencé par ça court. On se connaît. Bon, qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce que je peux chercher pour pouvoir vraiment nettoyer un peu? C'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont cherché. Non, je pense en réalité. C'est une stratégie politique. Non, je pense que c'est vrai que la théorie de complot, elle trouve bien sa place dans l'histoire que nous sommes en train de décrire. Mais tout de même, nous parlons du monde politique. Je ne veux pas dire que nous parlons du Gabon, nous parlons du monde politique. Et vous savez qu'à fouiller, ici ou ailleurs, souvent les touches des politiques ne sont pas que propres. Et donc, bien évidemment, qu'au-delà de cette théorie du complot politique et de la recherche d'une santé politique légitimement à être reconstruite, il y a tout de même que ce n'est pas compliqué en réalité de dénicher de la corruption chez les politiques. Et bien évidemment il y a un côté un peu intéressant dans ce qui se joue aujourd'hui au Gabon, à savoir que quand on est chauffeur, quand on est taximan au Gabon, c'est qu'il y a des risques, on peut faire un accident. Il en est de même pour la profession de la politique. Que quand vous y êtes, il faut qu'il y ait des risques. Donc il y a l'accident politique. Il y a des risques. Ça, c'est le côté un peu intéressant. Parce que cette illustration... les risques du métier. Les risques du métier. Il faut que ces risques-là soient prouvés. C'est le cas parce que c'est trop facile chez nous, ici, sur le continent. C'est trop facile de ne pas avoir de risque en politique. On est en train quand même de soulever une grave insuffisance, c'est-à-dire que le président, il reste un président, il reste le boss de l'exécutif, mais la justice est indépendante, elle devrait l'être. Elle l'est. C'est la justice qui est allée fouiller, qui a relevé elle l'est. Mais vous avez dit, il veut faire sa santé politique, il veut reprendre la main. En instrumentalisant la justice,
C'est la question qu'on pourrait se poser, moi. Non, bon, déjà instrumentalisé, bon, on n'en a pas la preuve. Mais une chose est sûre, même si la justice, elle est indépendante, je pense que dans toutes les administrations, l'exécutif répond au nom de toutes les autres institutions devant le peuple, parce que c'est l'exécutif qu'on élit généralement et puis les autres en découlent. Donc forcément, la volonté politique vient de l'exécutif. Maintenant, si le chef de l'État demande au procureur qui fait partie de l'administration d'aller fouiller, enfin, c'est pas, il ne dit pas d'aller là. C'est que la justice, elle est indépendante, mais c'est pas l'opposant qui nomme le procureur. C'est ça en fait le problème. Le procureur, lui, il est dans l'administration. Donc forcément, bon, on ne peut pas parler d'instrumentalisation. Mais quand on se réfère quand même à ces secteurs, parce que là, on parle quand même de société des hydrocarbures, on sait ce qu'il y a. On est en train de parler d'un certain nombre de secteurs qui sont tout de même des greniers ou des nids de sous. Oui. Ici, nous sommes sur un terrain politique et il n'y a aucune possibilité à écarter. Je vais inclure la possibilité qu'il y aurait d'éventuels cas d'enrichissement en sourdine. Ça, là, on ne peut pas exclure cela. Maintenant, nous, sans toutefois avoir de preuves tangibles, je pense que nous ne sommes pas en mesure de dire qu'il y a ci et ça, sans toutefois compter sur les déclarations officielles. C'est pourquoi nous allons nous appuyer d'une part sur ce qu'a dit le procureur. Le procureur a dit si. On suppose qu'il a eu le temps de faire l'enquête, c'est une institution de la République et tout ça. Bon, si déjà le procureur dit, et qu'on dit que nous, peut-être ce que nous allons faire aux alentours, on a dit, on pourrait dire, comme Moria qui vient de le dire, d'autant plus que le procureur est nommé par le président. Est-ce que le procureur n'aurait pas eu des instructions sans bruit? C'est possible. Et maintenant, qu'est-ce que le procureur a dit? Il a dit qu'il y a eu tentative de corruption et tout ça. Nous allons nous en tenir sur ça pour essayer de dire réellement il a eu. Mais dit quand même que peut-être que le procureur aurait reçu les instructions. Est-ce que c'est la bonne manière pour reprendre la main après une longue absence? Reprendre la main, il n'a jamais été dit officiellement que c'est une reprise de main, mais ça c'est une lecture. ça c'est une lecture que nous avons. Ça c'est une sacrée, mais bon, nous on est libre de commenter. Mais au-delà de ça, je voulais ajouter tout à l'heure, en fait, le procureur, lui, il ne lui revient pas de juger les faits. Donc, forcément, tant que la procédure n'est pas finie, on ne peut pas dire que le chef de l'État en a après ci ou ci. Donc, forcément, s'il y a des faits qui sont suffisamment confirmés, je veux dire, le procureur a des raisons d'instruire ou d'introduire des dossiers. Oui, en tout cas, le président de la République doit disposer, c'est-à-dire de tous les atouts, il doit user de tous les atouts dont il dispose. Si à un moment donné, je regarde autour de moi, et comme cela se fait dans tout système politique, et qu'il y a des éléments gênants, il va falloir écouter, réfléchir sur ces cas-là, et puis trancher. Je crois que c'est des compétences. Réfléchir sur ces cas. Et trouver des solutions. Je crois que c'est ce qui est arrivé parce que l'opinion publique, c'est-à-dire la population gabonaise, est très étonnée de voir, et attention, Ali Bongo Ondimba est rentré en fait dans son écurie à chercher à nettoyer. Et c'est ça que la population a apprécié. Quand vous lisez un peu partout les journaux sur le plan, c'est-à-dire au Gabon comme à l'extérieur, c'est ce que la population est en train d'apprécier. Et c'est ça que le président Ondimba aime aussi. Il faut être proche de la population. Après ce longtemps d'absence et cette maladie qu'il traîne, puisqu'il le dit, ça va de mieux en mieux et il ira de mieux en mieux pour aller jusqu'au bout des réformes qu'il a engagées. Les opposants ne sont pas épargnés parce que quand on commence par sa propre cour, très rapidement on peut retrouver la cour des voisins. C'est très facile. Ceci dit, c'est compliqué pour l'opposition ou les opposants en tout cas de se retrouver dans certains ministères. On parle de la haute administration et des postes sensibles touchant bien évidemment aux hydrocarbures. C'est compliqué pour les opposants d'avoir eu à frotter à ces sphères-là. Mais plus sérieusement, je pense aujourd'hui que au-delà de toutes les théories qu'on peut imaginer, de toutes les analyses qui peuvent être déclinées, nous parlons quand même d'un pays qui a
de grosses difficultés aujourd'hui. De grosses difficultés en baignant sur une richesse extraordinaire, quoi. Les hydrocarbures, la foresterie, tout ce que la nature peut avoir comme générosité en réalité. Donc, bien évidemment que face à cette population-là et cette opinion de plus en plus exigeante, effectivement, s'auto-flageller est un moyen des plus sûrs en réalité pour conquérir l'opinion. Et surtout que sur la balance, si on a des doutes sur sa santé, sur sa lucidité, on va dire, mentale, il y a quand même que aller traquer. J'espère que les preuves seront exposées. Aller traquer donc des manipulateurs de sous, des sous de la République et les exposer, c'est l'un des moyens des plus infaillibles. Et au-delà de ça aussi, comme je le disais, il s'agit quand même d'une dizaine de personnes. C'est vrai que jusqu'ici, le nombre reste... Le nombre n'est pas exact. N'est pas exact. D'une dizaine de personnes, des cadres, parfois avec des proximités, on va dire, de liens en fait, de famille. Des personnes, voilà. Une personne par exemple qui devrait passer service, parce qu'on a l'emoji, qui devrait passer service, passe service, très rapidement, on l'envoie en prison. Voilà, donc je pense qu'il y a, quand même... S'il savait qu'on devrait l'attendre après la passation, je crois qu'il viendrait pas. Je pense sérieusement que aujourd'hui, même les dirigeants avant les plus négligents face à cette difficulté que la plupart des pays sont en train de traverser, vous le voyez bien, change quand même, on va dire, de discours, d'attitude. Peut-être qu'au-delà de tout, non pas que je balaye de revers de la main ce qu'on avait dit, mais peut-être qu'au-delà de tout, après, on va dire, après avoir fait face à cette maladie sérieusement sévère, la raison d'une nécessité de lutte, d'une nécessité de lutte plus farouche contre la corruption peut-être a été ce que Ali Bongo a ramené. Si c'est quelque chose qu'on peut vérifier à la longue, je me dirais que ce ne fut pas à tout point de vue mal comme maladie. En tout cas, la justice aime bien fouiner, aime bien traquer. En tout cas, plus loin du Gabon, puisqu'on parle toujours de corruption aussi, en Israël, justement, le Premier ministre est mis en examen et il estime, d'ailleurs, le Premier ministre israélien estime que c'est un coup d'État contre sa personne. Albert. Oui, je pense que la différence avec le pays que nous, le Gabon, là nous avions une justice qui réellement est indépendante. Ici, je vais évoquer un cas. Vous voyez un premier ministre qui a battu le record. Qui a battu le record 13 ans. Un premier ministre 13 ans. Et il était premier ministre quand le procureur était là. Donc il était premier ministre et l'autre était premier ministre dans la même mandature. Vous voyez que ce premier ministre arrive à inquiéter le président, le premier ministre encore en fonction, parce qu'il a entamé bien la procédure avant l'organisation des élections. Donc, quand tu vois ce genre de situation, on dit voilà, et que la procédure est partie jusqu'au terme, et que le président, en étant bien en fonction, est mis en cause. Le premier ministre, voilà, le premier ministre, on sent que quelque chose est mieux fait par rapport à ce qui est en train de dire. Pourtant, c'est ce qui m'inquiète dans le dossier. C'est vrai que Israël, il faut pas comparer Israël et puis le Gabon. Moi je compare. Je compare. Dans un autre continent, quelqu'un aurait régné comme Benjamin Netanyahu, on n'aurait pas vu ça de nos plus beaux yeux. Ouais. D'accord. Sur pas mal de plans, à la fois sur le respect des accords internationaux, on va dire, de la coopération multilatérale, sur le plan même aussi, on va dire, de cette
omniprésent sur le pays, de cette mainmise sur les médias et les opinions. On n'aurait pas vu ça de nos plus beaux yeux. Ça, c'est un élément. L'autre élément, en venir à la justice, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la procédure n'a pas été enclenchée aujourd'hui, mais que la mise en examen soit aujourd'hui ou hier, ça, c'est un élément qui indique que à Libreville, comme à Tel Aviv, la justice parfois, elle n'est pas loin des dossiers politiques, Albert. Aujourd'hui, Benjamin n'est plus Benjamin. Il faut quand même rappeler, il a d'énormes difficultés, d'abord de former, de rallier 61 députés à son rival. Parce que si Benny Gantz estime que lui, il a échoué, lui, il l'a dit publiquement, puisque, voilà, mercredi, il l'a dit publiquement. Mais quand même, le Premier ministre Benjamin, c'est quand même, on parle de longévité, 13 ans, tout de même. Il a échoué. Oui, non seulement de longévité, mais c'est quelqu'un qui est parti et qui est revenu. C'est pas rien. C'est-à-dire 3 ans, départ, ensuite, retour. 10 ans sans discontinuer. Mais au-delà de ça, moi, je veux voir certains autres faits qui sont intervenus dans le même laps de temps, puisque quelques heures avant l'annonce du procureur, le président avait demandé au Parlement, avait demandé de trouver un autre Premier ministre, alors qu'il y a déjà eu 2 échecs en septembre et un peu plus tôt en avril, il me semble. Forcément, si Benjamin Netanyahu n'est pas arrivé 2 fois déjà auparavant à rallier 61 députés, c'est qu'il est fortement en difficulté. Et même déjà à l'intérieur du parti, le Likoud, je pense, c'est le maître incontesté depuis très longtemps. Mais si aujourd'hui, il y a des voix internes qui s'élèvent, et je pense qu'il y a même un jeune, un Gédéon, qui a dit qu'il pourrait aller au primaire contre Benjamin Netanyahu. Donc forcément, le bloc qu'on a toujours observé, qui a respecté le chef incontesté, n'est plus aussi solide qu'avant. Ça s'effrite. Donc forcément, la position... Est-ce que les affaires, parce que là, on est en train de parler de 3 affaires, oui. 3 affaires de corruption, de fraude et puis de confiance. Est-ce que ces affaires n'influencent pas négativement, justement, l'emprise qu'il devrait avoir ou cette... connotation. Non, justement, c'est là où j'en venais. Moi, je dirais plutôt l'inverse, en fait, parce que sa position de plus en plus fragile le met pratiquement à genoux face aux autres institutions, face aux autres acteurs de la République. Donc, forcément, c'est plus l'intouchable, c'est plus le chef incontestable. Aujourd'hui, c'est injusticiable comme tout le monde. Et même si il continue de dire qu'il ne va pas abdiquer et qu'il va rester là, mais j'ai l'impression que ces jours, en tant que Premier ministre, ils sont complètement... En plus de ça, il y a 3 semaines. Il a levé. 3 semaines pour trouver un autre Premier ministre. Et là, ça, c'est moi, ma vision, ma manière de voir les choses. Il sera obligé. Et c'est-à-dire, les chefs d'accusation iront jusqu'à thème et il sera jugé. Parce que si aujourd'hui on en est à ces chefs d'accusation, certainement que déjà en veille de septembre, Benjamin Netanyahu n'a pas pu faire le travail, faire le jeu, faire le job, comme on le dit. Qu'aujourd'hui, j'ai réfléchi pour dire, attention, il est de plus en plus fragilisé, il est fragile, il faut jouer le coup. Eh bien, ils ont été fouillés, ils ont trouvé, parce que les chefs d'accusation, quand vous lisez ce qui nous est présenté dans la presse internationale, on s'est dit... est-ce que c'est véritablement ça? Non, mais non. Quand on parle d'affaires, d'ESEC par exemple, où on dit que le propriétaire de la structure de télécom, par exemple, aurait fait bénéficier au Premier ministre une couverture médiatique favorable. Oui, ça peut être contesté. Favorable, parce que justement la structure dispose d'un média, le site, ça se prête au contexte puisque l'homme il a envie de revenir, véritablement. Vous les avant de vous retrouver, je voudrais revenir sur un fait important et contrairement à ce qu'a dit Latif tout à l'heure. Imaginez, selon moi, la première préoccupation des Israélites, de la population juive, c'est d'abord la Palestine, en tout cas tout ce qui est côté sécurité. Et on voit Netanyahou le premier
on voit comme on le voit comme le premier pilier, voilà, c'est lui le rempart contre le djihadisme. Et regardez son soutien sur le plan international. Très bonne coopération avec la Russie, très bonne coopération avec voilà, un grand ami de Donald Trump. Et à l'intérieur, la population voit bien ce qu'il arrive à faire. Aujourd'hui, il se lève, il dit voilà, on va continuer la colonisation et il mobilise ses troupes, ça se fait. Et on voit sur le terrain politique, vous l'avez dit. Justement, on voit ce qu'il arrive à faire. Et donc, il a la population, il a le soutien de masse, il a le soutien international. Et avec ce poids, si réellement, selon moi, la justice n'était pas indépendante, comment ne pourra-t-il pas réussir? Il a tout le soutien. Comment ne pourra-t-il pas réussir? Mais il y a un soutien qui le manque, un soutien politique, parce qu'il n'arrive pas à avoir 61. Vous avez dit qu'on est sur le terrain politique. Si le soutien politique. Non, moi je voulais soulever au-delà du fait que les dossiers que vous avez évoqués ont sans doute eu un coup sur l'opinion et donc sur, on va dire, la popularité de Benjamin Netanyahu. L'autre élément, c'est quand même que les temps passent, hein, les générations poussent et quand les générations poussent, les positionnements face à l'histoire, face aux enjeux de l'État aussi changent. Aujourd'hui, Israël, c'est vrai, Benjamin fait partie, on va dire, de ces généraux-là, hein, mythiques en réalité, qui se positionnent comme, on va dire, l'empare contre l'envahissement musulman, les attaques et la haine musulmane, palestinienne notamment, et autres voisins. Mais les choses changent parce qu'aujourd'hui, même la politique même de Benjamin Netanyahu et ses alliés par ailleurs, cette politique-là, elle a des séquelles que les Palestiniens gèrent difficilement. La colonisation a fait d'Israël aujourd'hui un État arabe extraordinairement difficile à gérer. Il y a un nombre considérable d'Arabes aujourd'hui que Israël cherche à gérer mais n'arrive pas. Et donc, je pense que dans chaque fermeté, dans chaque déterminisme politique, il y a forcément des revers. Et ces revers-là, Netanyahu les traîne. Ça, c'est un élément. L'autre élément également, c'est que la jeunesse aujourd'hui palestinienne, et ça fait qu'il y a des opinions différentes. De ces opinions va-t-en-guerre qui n'ont qu'une seule solution face à la cohabitation arabe, qui est la position, on va dire, militaire. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui pense qu'il y a d'autres alternatives. Et ça crée d'autres courants. Je pense que au-delà de ces dossiers politiques aussi, il me semble que les temps changent. Netanyahu est resté calé avec les ultras, on va dire, orthodoxes en réalité. Ils sont restés calés dans le temps. Aujourd'hui, peut-être, il veut, lui, Netanyahu, sortir du bourbier orthodoxe, mais politiquement, il ne pèse pas parce qu'il a laissé un terreau fertile aux orthodoxes et malheureusement, il ne peut pas à lui seul faire aujourd'hui, on va dire, un gouvernement sans donner aux orthodoxes ce qu'ils veulent, à savoir coloniser, recoloniser aveuglement et continuer. Aujourd'hui, la difficulté, elle est là. Netanyahu, vous avez parlé de sa collaboration avec, on va dire, certaines puissances internationales, oui, mais sauf que cette collaboration, elle a toujours été au détriment des conventions multilatérales. L'ONU a toujours condamné la colonisation. Ce que son ami Trump semble chose là. Est-ce qu'il y a un autre homme d'une autre posture qui pourrait répondre aux aspirations du peuple juif aujourd'hui, à part Benjamin? Non, mais comme Latif le disait, les temps changent et puis les positions évoluent. Forcément, c'est vrai que il y a toujours ce poids-là qui est là, mais un homme de consensus, pourquoi pas? Un homme qui saura faire le consensus, qui sera rallier les différents points de vue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de ça qu'il est question. Parce que la difficulté même est que Benjamin Netanyahu n'arrive pas, malgré le soutien de poids qu'il a avec les ultra-orthodoxes, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à avoir la puissance nécessaire pour
pour sortir la tête de l'eau. Donc forcément, ça veut dire que son profil est en train de dépasser, enfin, son profil ne répond plus forcément aux attentes de l'échiquier politique. Donc forcément, quelqu'un, j'ai pas de nom, mais forcément, l'homme du consensus, enfin, quelqu'un devra prendre sa place. Les pays aujourd'hui ne s'attendent plus aux héros. Vous verrez, si Trump est venu, c'est pas en se montrant, on va dire, le plus puissant et autres. Donc, le discours de Trump, c'est autre chose. le discours, et justement, le discours en Israël aussi compte aussi. Ça compte beaucoup. Le discours, ça compte. Et avec qui vous collaborez. Vous imaginez, même avant cet homme, il avait collaboré avec... c'est vrai, il était membre de son parti, un homosexuel, excusez, si on dit les choses comme ça. Ça a été mal pris, par exemple. Pas les ultra-orthodoxes. Ça peut faire partie des raisons en Sweden qui n'ont pas été évoquées. Parce que quand dans un État, ça dit tout tourne à déstabiliser, en griffe, je le dis, une personne, alors il faut voir, il y a plusieurs raisons. Et l'autre chose, est-ce qu'aujourd'hui, Israël, de l'autre côté, en tout cas le camp de Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils veulent, c'est-à-dire changer la classe politique, c'est-à-dire donner un nouveau visage au regard de tout ce que ça a traîné comme passé, c'est-à-dire avoir des gens neufs au pouvoir, les soutenir, la jeunesse. Là aussi, c'est des questions qu'on se pose. Il faudrait pas négliger tout ceci parce que Benjamin Netanyahou, tout le monde le sait, il reste, en tout cas jusqu'à ce que ces chefs d'accusation là ne se viennent, le puissant, l'indétrônable, l'homme sur qui tout le monde compte, l'homme qui a quand même eu les contacts faciles, c'est-à-dire qui a essayé de collaborer avec qui il pouvait. Mais aujourd'hui, qu'on en arrive à ce point, moi, il faudra penser. Bon, malgré la mise en examen, il reste toujours. Il le dit qu'il va pas démissionner. Et, bon, de toute façon, l'actualité israélite nous laisse encore beaucoup d'éléments à découvrir, et on en parlera certainement sur ce plateau. Merci. Mauriac, pour finir. Oui, en fait, pour finir, je voudrais dire, en fait, même si on a l'impression que Benjamin se débat, même si on a l'impression qu'il est en train de se noyer, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas du tout à l'abri d'une surprise parce que l'homme, il maîtrise le jeu politique. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait quelle transformation il doit subir. Quoi donner à qui pour avoir tout à fait. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas loin de compromis, on n'est pas loin d'accord. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Et comme vous le dites, on aura peut-être à revenir sur d'autres développements de cette actualité-là. Très bien. Albert? Oui, exactement la même chose, parce que je me suis dit que c'est un gars qui connaît les attentes du peuple. Mais vous avez un penchant pour l'homme. C'est un gars qui connaît les attentes du peuple juif, et voilà, et par rapport à ça, il sait sur quoi jouer pour obtenir au moment opportun, voilà, ce qu'il faut pour toujours revenir. Très bien. Oui, d'un cas comme dans l'autre, je veux pas, puisqu'on n'a pas abordé les deux sujets, le Gabon, l'Israël et tout tourne autour de la corruption, je pense que la corruption n'est pas loin de la politique, vous voulez dire. Oui, ouais, n'est pas loin de la politique. Et là, nous allons dire félicitations, c'est-à-dire, puisque nous crions tous, il faut limiter la corruption, il faut lutter contre la corruption, eh bien, ça vient de commencer. Attendons de voir. Et la suite nous donnera... Quand vous demandez à un média de vous faire une couverture médiatique favorable, vous n'êtes pas loin. Non, sérieusement, la conclusion est venue de Mauriac, partagée d'ailleurs par Albert. Effectivement, c'est un pays de surprise, parce qu'étant un pays de grande politique, même si c'est un adolescent en matière d'existence pour ce qu'il est comme pays, mais il y a de quoi effectivement rester vigilant, parce que Netanyahou a quand même un gros atout aujourd'hui, c'est que entre, on va dire, la Maison Blanche et on va dire la primature israélienne, il y a quand même une symbiose. C'est un gros atout parce que les deux États aiment vraiment être, on va dire, en harmonie. Très bien. Affaire Bézek, affaire 4000. En tout cas, ce sont là deux des trois dossiers. Voilà, reprochés à
Benyamin. En tout cas, on attend de voir. Pourquoi pas, on reviendra ici, chers amis téléspectateurs, pour décrypter cette actualité de l'autre côté d'Israël. Merci.